Bonjour à tous, on a une interview aujourd'hui avec Christine Heller de la famille Nomade Digital. Ils ont tout quitté en 2013 pour découvrir le monde et voyager en famille. Salut Christine. Salut Ambroise, salut tout le monde. Alors tu m'as dit que tu nous parlais depuis l'Espagne en ce moment, c'est ça? Oui, alors Torremolinos, juste à côté de Malaga, donc en Andalousie. Et là, on vient d'arriver depuis à peu près un petit peu plus d'une semaine. On va y rester 3 mois. D'accord, Et puis pour c'est passer l'hiver. un petit bout de l'hiver là-bas. Voilà. Mm. Ça marche. Bah, écoute, pour ceux qui ne connaîtraient pas la famille Nomade Digital et qui ne te connaîtraient pas personnellement, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Mm, bien sûr. Alors, disons que on a décidé de changer de vie fin 2012. Donc, on avait à l'époque, on l'a gardé pendant quelques années, on avait un e-commerce en ligne. Et on vivait dans le Var. Et puis on a décidé de changer de mode de vie et de profiter un petit peu plus de la vie, de voyager. Et donc on s'est lancé en 7 mois. On a tout quitté. Et puis on est parti avec notre voiture pour parcourir l'Europe tout d'abord, avec notre fils qui avait 13 ans à l'époque. Et puis voilà, et puis on continue à travailler en même temps, à gérer notre entreprise, à travailler en même temps, donc à distance. Et ça va faire, là, on est dans notre 7e année. Donc, et on est toujours nomades digitaux à plein temps en famille. Ouais, c'est génial. Puis tu m'as dit que vous étiez passé aussi à Montréal récemment, donc vous n'êtes pas forcément juste Mm. en Europe, vous bougez aussi. Très cool. Oui, c'est vrai on a fait pas mal, on est resté pendant plusieurs années en Europe. Par rapport, on avait notre entreprise, on avait quand même notre atelier de l'entreprise en France. Et donc, des fois, on était quand même contraints de revenir par période en France. Mhm. Donc, on ne pouvait pas toujours s'éloigner. Et puis, on a fait une reconversion professionnelle en 2017, puisque notre entreprise a fait faillite, malheureusement. Celle C'est de juste e-commerce, derrière. c'est ça? C'était un e-commerce en ligne, ouais, ça faisait 11 ans et demi qu'on l'avait. Et puis bon, ben voilà, hein, ces entreprises, c'est pas toujours, il y a souvent des hauts, puis il y a beaucoup de bas. Et puis un jour, ça a été le bas de trop, on va dire. Et, euh, et voilà, donc on a dû tout repartir, on a dû tout reprendre à zéro, changer complètement de job. Et du coup, ben, on n'avait plus de voiture. Et là, on voyageait. On s'est dit, ben là, maintenant, on n'a plus à revenir fréquemment en France. Et là, on a décidé de partir pour le continent asiatique. Et puis après, voilà, l'Amérique du Nord. Voilà. Là, on est un petit peu plus libre de nos mouvements, disons. D'accord. Donc, Et alors, depuis votre conversion en famille, du coup, comment ça a pas dû être évident au début de passer d'une entreprise qui était stable, etc., à, en voyageant, changer complètement d'activité avec à plusieurs, etc. Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous faites maintenant? alors, en fait, je trouve que ça s'est fait assez facilement. Parce que Ok. quand ça s'est passé, ça faisait quand même 4 ans qu'on était déjà nomades digitaux. Et ce style de vie, je trouve, t'apprend à t'adapter rapidement aux situations. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu t'adaptes plus facilement. Enfin, en tout cas, au fur et à mesure, moi, je constate qu'on s'adapte facilement aux événements. Et on aimait tellement ce style de vie que pour nous, il n'était pas concevable de redevenir sédentaire. Ok. Donc forcément, on s'est complètement focalisé sur une solution pour avoir des revenus rapidement, parce que du coup, on avait tout perdu. En perdant l'entreprise, on perdait tout, Ouais. quoi. Et puis on perd aussi toute cette expérience qu'on a accumulée dans un domaine particulier pendant tant d'années. Et donc il fallait complètement repartir à zéro. Et puis ça a duré quelques jours, quelques semaines. Puis après, on s'est mis un bon coup de pied aux fesses, on va dire. Et voilà, et on est parti dans la rédaction web parce que d'abord, c'est Patrice, mon mari, qui s'est lancé là-dedans parce que sur la plateforme de 5euros.com parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel. En plus, bon, lui, il savait bien écrire, il avait déjà des capacités pour ça. Et donc, il s'est lancé à fond dedans. Et en 3 mois, on s'est retrouvé à avoir suffisamment de revenus pour vivre, pour continuer à vivre comme on vivait depuis 4 ans. Et voilà, donc ça a été très rapide en fait. Et même sans avoir de revenus, on s'est dit, on poursuit, quoi. On ne reste pas en France, on ne va pas se morfondre en France. On s'est dit, on continue, mais sur une nouvelle activité. Et
puis on verra on verra ce qui se passe. Et puis voilà, on a continué. D'accord. Toi, tu t'es formé aussi là-dessus et tu as commencé à offrir des services. Alors, moi, en fait, je me suis concentrée sur le blog plutôt. Le blog qu'on avait créé, donc le Famille Nomade Digital, qu'on avait créé quand on est parti le 31 juillet 2013. On avait créé un blog et on s'en occupait, mais bon, entre l'entreprise, enfin, bon, c'était pas toujours évident de s'en occuper bien. Donc, je me suis concentrée sur le blog, sur les réseaux sociaux. Et puis après, j'ai aidé aussi Patrice un petit peu dans la rédaction. Je faisais des vidéos. Enfin voilà. Après, je me suis un petit peu diversifiée. J'ai essayé de trouver ma voie, puisque du coup, moi aussi, voilà, je me retrouvais à complètement changer d'activité. Et maintenant, je me concentre plutôt sur le blogging professionnel, quoi. Plus sur notre blog et peut-être à créer d'autres blogs après. Voilà. D'accord, bah, c'est super. Et donc, bah, vous faites ça de façon freelance, la partie rédaction et blogging? Alors oui, alors tout d'abord Patrice donc s'est lancé à fond donc, sur la plateforme de 5euros.com parce qu'on connaissait déjà cette plateforme. Notre fils Logan proposait un petit service de création de jeux personnalisés. Et puis on connaissait aussi le papa de 5euros.com, on le connaissait depuis très longtemps, une longue année. Et voilà, donc il a mis son service, ça a très bien marché, il a eu assez rapidement de gros clients réguliers et fidèles. Et puis après, en fait, arrivé à un petit moment, ben, il a voulu partager aux autres son expérience, montrer que si lui il y était arrivé, ben, d'autres pouvaient y arriver aussi. Et Mhm. donc après, il a créé des formations en rapport avec, pour réussir avec les microservices et puis aussi pour se former à la rédaction. Donc maintenant, il est plus dans le côté formateur que freelance, en fait. Enfin, je veux dire, d'avoir des clients en rédaction web. Même si on a toujours quelques clients en rédaction web, c'est plutôt le côté formation qui prend le dessus. D'accord. Ouais, donc vous avez commencé les formations il y a quelques années par rapport à ça, c'est ça? On a commencé, disons, on a commencé en 2017, pas très longtemps en fait après, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui s'intéressaient aux microservices, qui avaient envie de se lancer dans les microservices et, qui commettaient des erreurs, qui n'y arrivaient pas, qui avaient besoin de conseils. Et on demandait souvent des conseils, puisque nous, on y était arrivés rapidement, quoi. Moi, j'ai un petit service, mais je ne le mets pas en valeur, en fait. Je ne cherche pas vraiment à me lancer dedans, donc c'est juste un petit service comme ça. Mais c'est vrai que Patrice s'était mis à fond dans la rédaction web et donc il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées pour savoir comment il avait fait pour réussir aussi rapidement. Et donc c'est comme ça que ça a commencé avec une formation sur les microservices. Et puis ensuite, il s'est mis à proposer une formation pour la rédaction web pour montrer comment on pouvait réussir dans la rédaction web, voilà, les contraintes qu'il pouvait y avoir quand on était rédacteur web. Voilà, donc après, il s'est focalisé sur la rédaction web. D'accord. Donc là, il est plutôt dans le côté promotion, tunnel de vente, etc., de formation. Voilà. Mm. D'accord. Ok. Très cool. Et puis ouais, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre décision de partir comme ça en famille alors que votre fils avait 13 ans, c'est ça que tu disais? Ouais, il avait 13 ans, ouais, c'est ça. Et c'est quand même assez peu commun comme choix de changement de vie, etc. Comment est-ce que vous étiez renseigné là-dessus? Où est-ce que vous avez découvert les nomades digitaux? Peut-être des gens qui le faisaient déjà en famille? Raconte-moi un peu cette partie-là. Alors, en fait, ça a commencé. Alors, à l'époque, quand on s'est intéressé à ça, il n'y avait pas de famille en France qui le faisait, qui étaient nomades digitaux, qui travaillaient tout en voyageant. Il n'y en avait pas, en tout cas, en France, il n'y en avait pas. Il y en avait aux États-Unis. Ça, j'en avais trouvé aux États-Unis. Et en fait, ça a commencé avec le blog d'Olivier Roland, des livres pour changer de vie, je crois que c'était ça. Ouais. Et conseillé certaines lectures. Et donc, j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et je connaissais déjà quelques blogs de nomades digitaux, mais bon, c'était des jeunes célibataires, en couple, mais jamais en famille. Et donc, donc j'ai lu ce livre, il y avait un témoignage dedans d'une famille américaine qui voyageait ainsi. Et donc, je me suis dit, si eux,
Ils avaient une petite fille de 6 ans à l'époque. Donc, je me dis, s'ils y arrivent avec une petite fille de 6 ans, je ne vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas avec un ado de 13 ans. Et donc, je me suis plus intéressée à ce style de vie, à ce mode de vie. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup aux États-Unis. Et donc, voilà, je me suis un petit peu plus renseignée. Et on s'est créé, en fait, notre manière de fonctionner, puisqu'on n'avait pas de repères. On savait pas. Et donc, on s'est créé une manière de fonctionner, de louer un logement Airbnb tous les mois. Et voilà, de se déplacer de ville en ville, comme ça, en restant un an. On s'est D'accord. créé ce style de vie un petit peu comme ça. Voilà, on s'est dit, ça fonctionne, ma foi, donc on continue. Ok. Et au niveau de l'éducation de Logan, de l'école, etc., comment est-ce que vous avez géré ça? Est-ce que ça a été difficile ou au final pas si difficile? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a dû du coup passer plus de temps avec ça? Alors, en fait, Logan faisait déjà l'instruction à la maison. Donc là, il était en quatrième. Il le faisait depuis le CE1. Donc, on avait déjà commencé à le faire à la maison. Mais ça, c'était vraiment par choix éducatif, hein, parce qu'on s'était pas mal intéressé à ça. Et Ok. donc, on le faisait déjà. Donc, ça n'a pas été compliqué puisque bah, du coup, on connaissait déjà cette façon de travailler. Ouais. Et on a pris les cours du CNED. Alors, je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je connais, j'en avais fait. Voilà. Donc, on avait pris les cours du CNED et parce que c'est quand même un petit peu plus. Pour moi, je pensais que c'était plus facile parce que comme je devais en même temps gérer l'entreprise avec Patrice, voilà, je pensais que c'était plus simple à gérer. Et puis, l'avantage avec les cours du CNED, c'est que les cours sont tous numériques. Donc, tu ne transportes pas les livres qui font 20 kilos, les cahiers, enfin, les cours. Donc voilà, c'était plus simple, tout était numérique, tout se faisait par Internet. Et donc voilà, et donc on a choisi les cours du CNED. Et puis voilà, on se faisait des plages horaires où bah, je venais lui donner un petit peu de soutien, l'aider dans certaines périodes ou certains moments. Mais sinon, il était très autonome. Donc c'était assez facile. Après, c'était assez facile. Plus il grandissait, et plus ça devenait facile. D'accord. Très cool. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui bloque beaucoup de parents ou de gens qui veulent devenir parents aussi Mm. côté nomade digital. C'est, ouais, nous, on a toujours vu l'éducation comme quelque chose de fixe. Comment est-ce que tu rends ça nomade? On en parlait avant justement de moi, ma famille qui a été, qui est expatriée. Donc là, on a un endroit fixe. On peut envoyer ses enfants dans une école fixe. Ils ont quand même une Mm. vie, c'est plus classique. Mais tout le côté éducation à distance, homeschooling, etc., il y a quand même le côté social, vie sociale aussi à gérer, etc. Et justement, comment est-ce que vous avez fait pour que ce ne soit pas juste vous travaillez sur votre ordi, sur vos business, lui, il fait ses cours et vous restez juste dans votre bulle un peu à trois. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver une vie sociale pour vous, en famille et aussi pour votre fils? Ouais. En fait, on dit toujours, oui, souvent on revient sur le sujet de la sociabilisation pour enfants. En fait, c'est aussi pour les parents, parce que les parents aussi peuvent se retrouver des fois un petit peu en huis clos comme ça et manquer de relations extérieures, de contact avec les autres personnes. Donc en fait, nous, ce qu'on faisait, c'était, on essayait de rencontrer un maximum de personnes hein, quand on arrivait dans un endroit, quand c'était possible. Et puis par la même occasion, s'ils avaient des enfants, Logan, du coup, se retrouvait avec des enfants de son âge. C'était pas souvent. C'est vrai qu'il y a eu une période où c'était assez difficile au niveau de l'adolescence d'avoir des contacts avec des jeunes de son âge. Mais en Ouais. fait, ça lui a pas manqué parce qu'il préférait parler avec les adultes. Donc, il arrivait à se créer, à être voilà, plus ouvert avec des personnes plus âgées. Donc, je pense que ça lui a permis aussi d'être un petit peu plus mature, peut-être. Ok. Donc, ça ne lui a pas spécialement manqué, en fait, le contact avec des jeunes de son âge. Ça ne lui a pas vraiment manqué, en fait. Il aimait bien, justement, discuter avec d'autres personnes, apprendre. Mhm. Donc, et puis après, quand il y avait l'occasion de rencontrer des gens de son âge, ça se faisait. Mais sinon, ce n'était pas un manque pour lui, en fait. Ok. Il trouvait le fait de parler avec des personnes même plus âgées, c'était important pour lui aussi. Ok. Donc tout s'est bien goupillé par rapport à tout ça, quoi. Oui, oui, il n'y a pas eu de souci. Ok. Puis si on reste un petit peu dans ce thème de famille,
moi, quelque chose qui m'impressionne, puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont nomades en famille, parce que juste pour voyager une personne, s'occuper de, du logement, des passeports, des visas, de tous les trucs, les activités, etc., les avions, c'est déjà quelque chose, tu vas de le gérer tout seul. Comment est-ce que tu gères ça pour une famille, pour 3 personnes ou plus en même temps? Bah, ça demande, un peu de logistique, c'est vrai, mais en fait, bah, c'est vrai que c'est pas une question, enfin, moi, je me pose pas trop la question parce que je me dis: «C'est vrai que quand on est sédentaire, en tant que famille, on a toujours plein de choses à gérer, en fait, hein». Si Mhm. on regarde, il y a toujours, il faut assister à telle réunion à l'école, il faut s'occuper, des sorties scolaires ou il faut s'occuper, voilà, il doit aller à tel sport, à telle heure. Enfin, c'est toujours un planning très chargé, je trouve, pour une famille sédentaire. Ouais, Nous, la seule chose dont on avait à s'occuper, enfin, c'était moi, enfin, c'est toujours moi qui m'occupe de ça, c'est de réserver un logement, de s'occuper des transports, s'il y a des visas à faire, et puis c'est tout. En fait, c'est pas non plus des tâches qui sont insurmontables et qui prennent énormément de temps quand on s'organise bien et quand on le fait souvent. Forcément, c'est assez simple. Et c'est vrai que c'est, voilà, on n'a pas à côté, on n'a pas toutes les autres choses qui peuvent perturber une famille sédentaire. Donc voilà, c'est juste ces choses-là qu'il faut gérer. Mais après, avec l'expérience, ça se fait très facilement. d'accord. Il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. Ouais, j'avais parlé à quelques personnes qui avaient été en fait nomades digitales par le passé, mais qui maintenant s'étaient posé un petit peu quelques années, qui avaient eu un enfant ou plusieurs, qui se disaient bah maintenant tu sais, enfin, je peux toujours gagner ma vie en ligne, mon conjoint, ma conjointe aussi, mes enfants, je sais qu'il y a des solutions d'éducation à distance, mais comment est-ce que tu gères tout le côté passeport, qui renouvelle son passeport quand, les visas, etc. Ça leur mettait un peu ça leur faisait un peu peur, mais bon, c'est vrai qu'après comme tout, ça s'optimise, ça s'organise. Voilà, après, c'est une question de, oui, d'organisation, mais non, je trouve que c'est pas plus compliqué que quand on a une vie sédentaire où il y a beaucoup de choses à gérer, hein. Justement, même en tant que maman, on a toujours plein de choses à gérer. C'est juste que ça semble toujours, au départ, ça peut sembler effrayant parce qu'on se dit, voilà, s'occuper des visas, c'est toujours compliqué, enfin, ça semble compliqué, je veux dire, après, c'est un coup à prendre, hein, puis voilà, je veux dire, non, non, je trouve que ça devient presque une routine après, on va dire. D'accord. La recherche de logement, les transports, tout ça, après, ça devient presque une routine, quoi. En étant bien organisé, il y a pas de difficulté. À chaque fois, c'est pareil, c'est une bonne organisation, une bonne logistique, et puis voilà, ça passe. Ouais, puis je me disais aussi, des inconvénients cachés de la vie nomade digitale pour la plupart du monde, c'est le côté solitude. C'est le côté, bah, je suis nomade, je fais ce que je veux, je suis indépendant, etc. Mais au final, si tu voyages en solo, bah, il faut à chaque fois te recréer une vie sociale, etc. etc. Tu as tendance à être un peu dans ta bulle, mais de votre côté, vous êtes de base, vous êtes 3. Donc c'est quand même intéressant. Toutes les expériences, tu les vis à plusieurs, en famille aussi. Oui, mais disons qu'il y a certains vont pouvoir dire aussi qu'au contraire, on reste entre nous et que ça peut être aussi, bah, pour certains, ça peut paraître étouffant d'être 24 heures sur 24 toujours ensemble. Donc, en fait, quand on est seul, on se dit on aimerait bien être accompagné. Et puis parfois, quand on est en famille, on se dit oui, on aimerait bien avoir un petit peu d'espace. Mais après, c'est comme tout. Quand on est seul, je trouve qu'il y a pas mal de solutions pour rencontrer du monde. C'est même encore plus facile, je trouve, quand on est C'est sûr. célibataire, voilà, de rencontrer dans des événements, d'aller dans voilà, de fréquenter des groupes sur Facebook, quoi que ce soit, et de trouver toujours des personnes à rencontrer. Je trouve que c'est encore. Même nous, on arrive à le faire alors qu'on est une famille, on rencontre pas mal de personnes. Moi, des fois, justement, quand on était en Thaïlande ou quoi que ce soit, rencontrer d'autres personnes, je trouve que c'est très facile. Mhm. Donc, je pense que quand on est célibataire, ça doit être encore plus simple de rentrer dans des groupes et voilà, faire de nouvelles connaissances. En tout cas, c'est pas vraiment un problème pour nous. Je trouve qu'on arrive. Peut-être au début, on était un petit peu timide, on avait tendance à rester un petit peu trop entre nous dans notre bulle. Puis maintenant, depuis quelques années, au contraire, on va de plus en plus vers les autres. Et au contraire, on est plus en recherche de faire de nouvelles rencontres et de se créer de nouvelles amitiés.
Voilà, c'est aussi important, même pour que ce soit pour l'enfant ou pour les parents, c'est important de se créer une nouvelle routine aussi. Mhm. Et est-ce que vous arrivez à garder une routine de vie quotidienne un petit peu équivalente, peu importe où vous êtes maintenant, avec l'expérience? Genre que vous soyez Euh, en Asie ou en Espagne ou à Montréal, est-ce que vous avez, tu sais, un genre de style de vie que vous arrivez à répliquer sans trop de problèmes un petit peu partout? Ben, en fait, nous, notre routine principale, c'est quand on arrive dans un logement. Donc, dès qu'on arrive, hein, qu'il y a encore le propriétaire avec nous, c'est de suite, c'est de tester la connexion Internet. Ça, c'est notre routine principale. C'est dès qu'on arrive, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas de souci avec la connexion Internet. Et puis ensuite, ben, après, on s'installe assez rapidement. Donc, on ne se pose pas trop de questions de ce côté-là. Et on n'a pas spécialement de routine. On s'adapte à l'endroit où on est assez facilement. On cherche toujours à avoir quand même, je fais en sorte d'avoir toujours des logements avec des espaces de travail suffisants pour tout le monde, des espaces aussi pour pouvoir manger, enfin voilà, on a suffisamment d'espace pour tous les trois. Et ensuite, en fait, c'est plutôt non, c'est pas vraiment des routines parce que des fois on va se dire on va travailler toute la semaine et puis on va sortir le week-end et puis des fois on va se dire oh ben non tiens on va travailler samedi et puis mardi on ira faire telle promenade, telle visite, telle découverte. Donc on n'a pas vraiment de routine en fait. On fait un petit peu comme on a envie, mais voilà. Maintenant je trouve qu'on s'adapte très facilement à l'endroit. On se pose plus trop de questions en fait. D'accord. Seulement Internet qui fonctionne bien, c'est tout ce qui compte. Ouais, moi, ce que je fais souvent pour l'Internet, c'est que je demande aux gens qui gèrent l'appartement de faire un test avant, même avant de réserver, tu vois. Je leur envoie le site fast.com, je sais pas si tu connais, Ouais, ouais, et ouais. je leur demande de faire un screenshot ou une photo. En général, ils n'ont pas d'idée de truquer ça, donc ça marche pas mal. Parce que c'est vrai que les surprises Nous, d'appartements où tu as booké pour une semaine ou même quelques mois et tu arrives et en fait, c'est rapide le matin, mais pas l'après-midi, etc. C'est sûr que hmm. c'est un cauchemar pour nous. Ben, moi, quand je contacte, je demande toujours la vitesse Internet. Mhm. Donc, des fois, il y en a qui vont me donner précisément, il y en a qui vont me dire ah, je ne sais pas. Donc, on essaye de leur expliquer comment faire, mais des fois, ils ne sont pas dans le logement. Donc, ça nous est pas souvent arrivé, en fait, d'avoir des problèmes. Là, c'est vrai que, par exemple, à Montréal, on a eu un souci, mais ce n'était pas du tout sa faute, la propriétaire. En fait, c'était un problème au niveau du contrat qu'elle avait avec son fournisseur Internet. En fait, il lui avait pas mis le bon contrat et donc la connexion était vraiment très basse, pas du tout suffisante pour nous pour envoyer des vidéos. Donc, c'était vraiment très difficile. Et après, on est parti en France pendant 2 mois. Et en fait, la connexion était pénible, encore une fois. Et voilà, et là, on était un petit peu écœurés parce qu'on s'est dit, on a pris 2 mois. Et voilà, mais d'après lui, c'était très bon. Et ce n'était pas le cas. Voilà. Donc, Ok. c'est vrai qu'on a eu 3 mois d'affilée où la connexion a été un petit peu difficile. La vitesse Internet a été assez compliquée. C'est vrai qu'au niveau productivité, tu t'en rends compte et c'est pas toujours évident à gérer. Mais là, ici, c'est parfait. Ouais, c'est ça. T'as pas le temps d'attendre que les trucs chargent. Non, et puis en plus, on est trois quand même à travailler en même temps. Donc, et puis voilà, Patrice, des fois, il fait des vidéos, il doit faire ses montages. Donc, c'est vrai que c'est pénible quand tu envoies une vidéo et que le matin, tu te lèves, elle n'est toujours pas téléchargée. En fait, voilà, il ne s'est rien passé. Donc, ouais, on a eu une grosse perte de temps pendant 3 mois, c'était assez pénible. Donc, voilà. Mais c'est très rare. Là, ça a été vraiment, c'était exceptionnel. Parce que normalement, on n'a pas de soucis. En général, ça se passe bien. Mais là, on était pas de chance. Ok. Puis, je voudrais parler aussi de comment est-ce que vous êtes organisé aussi, tu sais, par rapport à votre vie comment dire, votre vie en général, que ce soit au niveau entreprise, fiscalité, etc. Vous avez l'air d'être des nomades perpétuels. Vous bougez tout le temps, ou est-ce que vous rentrez vous mettre tu sais, à un endroit quelques mois en France, mettons. Enfin, est-ce que vous êtes résident fiscal d'un pays particulier? Est-ce que votre entreprise elle est en France, elle est ailleurs? Comment vous avez géré toute cette partie-là?
Alors, en fait, donc les premières années, quand on avait notre entreprise, notre e-commerce, on revenait assez régulièrement en France. Donc, on était résident fiscal en France. Ok. Et donc, voilà, on partait quelques mois, on revenait. Ça se passait comme ça. Et puis après, quand on a perdu l'entreprise, donc en 2017, après, on en a créé une nouvelle. Mais cette fois-ci, on l'a créée à l'étranger. On l'a créée aux États-Unis. Parce que de toute façon, on ne comptait pas revenir régulièrement en France. Et donc, du coup, c'est vrai que si on n'y vient plus, tu n'auras pas trop l'intérêt d'avoir une entreprise en France, de rester fiscalement domicilié en France. Et puis, donc là, on est venu en France pour justement revoir un petit peu la famille. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas venu. Donc, ça faisait 2 ans qu'on était loin de la France. Mais sinon, voilà, oui, c'est vrai que nous, en fait, on est des voyageurs permanents puisqu'on n'a vraiment pas de base. On n'a pas de, en tout cas pour le moment, on n'a pas de base. Peut-être que ça viendra quand on sera plus âgé. Mais on bouge tout le temps. En fait, on ne reste jamais plus de 3 mois dans le même endroit. Et parce que pour le moment, voilà, on n'a pas trouvé vraiment d'endroit où on peut se dire on a envie de s'expatrier, de s'installer à tel endroit et après de faire voilà, de partager notre temps en deux, de voyager en expatrié ou de faire du nomadisme d'un autre côté. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, ben, on a notre entreprise aux États-Unis et puis ma foi, voilà, on est voyageurs du monde. On voyage Ouais, c'est super. Bah, vraiment à plein temps. ouais, vous avez organisé toute cette partie-là pour vous permettre de voyager sans trop de contraintes, quoi. Vous êtes Ben, en fait, il fallait quand même qu'on se décide parce qu'on ne pouvait pas non plus se dire on reste en France alors qu'on n'y vit plus. Euh, donc, voilà, il a fallu faire un choix et se dire ben, c'est vrai qu'étant donné que nous, on veut être tout le temps en voyage, ça nous plaît, on n'a pas envie, voilà, rester plus de 3 mois au même endroit, ça nous stresse. On n'arrive pas. On a essayé, on a tenté de rester 4 mois au même endroit il y a quelques années de ça. Et c'est vrai que ben, ça devient vite étouffant et on a envie de bouger. Donc 3 mois, c'est le maximum pour nous. Pour le moment, on n'arrive pas à rester plus longtemps. Et on a envie de découvrir un maximum d'endroits aussi. Il y a tellement de choses à voir, tellement de beaux pays à voir. Et donc voilà, donc on ne se met pas de limites. Et on se dit, ben, le mieux, c'est ça, c'est de bouger tout le temps. Et puis on verra bien après ce qui se passera. ok. Et On est d'ailleurs, comme ça, on est bien comme ça. et donc en parlant de voyage, là, vous êtes en Espagne. C'est quoi les plans après les 3 mois en Espagne? Je ne sais pas encore. Je sais pas. On compte rester en Europe cette année, 2020 en tout cas. On veut rester en Europe parce que justement, ça faisait un petit moment qu'on n'y était pas et que ça nous manquait un petit peu aussi parce qu'il y a quand même de très beaux pays qu'on a découverts et qu'on a envie de redécouvrir ou de découvrir carrément. Et donc pour le moment, je ne sais pas trop en fait. Mais je pense on va voir. On va rester en tout cas, on va essayer de trouver un endroit où il fait beau pour le mois de mars, pas trop Ouais. froid. Et puis après, je ne sais pas encore exactement où on sera au mois de mars. Mais en tout cas, de prévu, on compte aller en Croatie, retourner en Bulgarie, peut-être aller en Roumanie, mais il faut que je voie le climat, quel moment est le plus attractif. Quoi. Mais encore, voilà, pour le moment, on n'a pas vraiment d'idée précise. On veut Ok. rester en Europe, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Ouais, Bulgarie, ça, j'en entends beaucoup de bien. Oui, c'est bien. On était resté un mois seulement à Sofia. On avait beaucoup aimé. Mhm. Donc, on s'est dit qu'on aimerait bien retourner et rester justement peut-être 2, 3 mois, peut-être, découvrir un peu plus différents endroits de la Bulgarie. Mais voilà, on ne sait pas encore. On va essayer de sélectionner. On ne voudrait pas vivre dans trop de pays cette année. On sélectionner quelques-uns et voir ceux qui nous plaisent. Ok. Ouais, on verra. Et donc, si on fait un peu un historique des pays dans lesquels vous avez été en tant que nomade, est-ce que tu serais vrai de me faire une liste rapidement, peut-être en oubliant quelques-uns, mais rapidement dans quel coin du monde vous avez été et les pays? Alors, on a commencé, c'était le Maroc, ensuite l'Espagne, l'Italie, la Croatie,
la Hongrie, la Bulgarie, la Grèce. Et puis après, on est parti donc en Thaïlande, au Vietnam, Singapour, la Malaisie. On a beaucoup aimé la Malaisie. La Malaisie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a fait un petit passage à Hong Kong, mais bon, on n'est pas resté longtemps, donc ça ne compte pas vraiment pour le nomadisme. Et puis le Japon, on a beaucoup aimé le Japon. Et on a adoré même le Japon. Hawaï et Montréal. Voilà. Ok, Dans le... d'accord. Ouais, c'est cool. Ouais, vous avez vu différentes parties. Est-ce que vous avez des plans d'aller peut-être dans d'autres parties du monde? Je sais pas, en Amérique du Sud, par exemple. Moi, j'avais beaucoup Ben, aimé. on avait prévu, normalement, après Montréal, on avait prévu d'aller au Mexique. Déjà, on voulait aller au Mexique. On voulait aller au Mexique, puis revenir aux États-Unis. Mais en fait, on avait mal calculé par rapport à l'ESTA, les délais des 3 mois. Euh, En fait, on était resté un mois à Hawaï. Ensuite, on devait rester un mois à Montréal. Ensuite, on voulait aller 1 mois et demi au Mexique et puis ensuite aller en Floride. Et en fait, avec les stars, quand tu vas aux États-Unis, ils considèrent que lorsque tu vas donc à Montréal et au Mexique, ça fait partie des États-Unis. C'est pris en compte dans les 3 mois. Voilà. On ne Ouais, pouvait ouais, bah, pas. c'est l'accord, pardon, Canada, États-Unis, Mexique. Voilà. Ouais. Et d'autres pays aussi, tout autour. Et donc, du coup, on était à Tokyo et on devait prendre l'avion pour aller à Hawaï. Ouais, voilà, c'était pour aller à Hawaï. Et donc, on a dû choisir une destination, un billet de sortie. On avait le billet pour aller à Montréal, mais ça ne suffisait pas. Il fallait un billet pour sortir de, voilà, de cette, comment dire, Zone. voilà, hein, des États-Unis, on va dire en gros. Et donc, on a pris un billet pour la France. On s'est dit, bon, après Montréal, on va faire un petit passage en France, et puis voilà, et après, on repartira. Mais normalement, on devait aller au Mexique. Mais bon, c'est pas grave, on ira. On avait bien envie d'y aller, mais on ira l'année prochaine. Ouais, moi, C'est pas bien. je vous conseille. Là, j'y pars, moi, mercredi prochain. J'adore vraiment. Enfin, je sais pas si vous parlez espagnol, mais c'est tout est facile, tu vois. C'est Oui, 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 non, ouais. un peu comme la Thaïlande presque, tu vois. Tout est Mmh, facile, mais il y a ce côté chaleureux latin. Euh, ouais. Même Amérique du Sud ici, Argentine, moi j'ai vécu là-bas pendant 6 mois, c'est vraiment, vraiment quelque chose à faire. Là, il y a peut-être petit tour à faire dans ce coin-là. Le Costa Rica, on avait bien envie d'aller au Costa Ouais, Rica. aussi, On a ouais, toute entendu l'Amérique du bien centrale, de. il y a toutes les Voilà. Ouais. Caraïbes aussi, il y a vraiment beaucoup de trucs. Après, c'est Non, mais Internet. voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits encore. Donc, on se dit, bon, ben, on n'y va pas cette année, ben, ce sera l'année prochaine. Mhm. Bon, déjà, on sait qu'on va retourner au Japon, parce qu'on a tellement aimé le Japon, c'est clair qu'on va y retourner. On y retournera en 2021. Donc, je pense que là, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, là, on va rester un petit peu en Europe, mais fin de l'année 2020, soit on repartira certainement vers l'Asie, quoi. Ouais, Passer Noël en Thaïlande, et après, voilà, repartir pour pouvoir aller au Japon, justement, tourner au Japon. Donc, voilà, après, on se fixe pas vraiment de plan, en fait. On fait un ok. peu. Bah, ça, c'est cool. Mm. Et puis, si, bah, pendant qu'on est dans les historiques et la prise de recul, si tu avais, mettons, trois apprentissages, trois choses que tu as appris dans ça fait quoi? Ça fait 6 ans de nomadisme? Mm. Bah, bientôt 7, ouais. Bientôt 7, ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Ce que j'ai appris, moi, je trouve que j'ai appris. Bah, disons que moi, je suis partie de loin quand même, parce que j'étais très casanière. J'avais peur quand même de ce mode de vie. Donc, je suis partie d'assez loin quand même. Hein. J'étais pas certaine d'aimer. Et donc, en fait, ça m'a appris, je pense, déjà à sortir plus de ma zone de confort. Aller, voilà, ne pas avoir peur de l'environnement, des gens, à être moins réservée. Euh, Après, ça m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel aussi, parce que justement, ça m'a permis de découvrir, de me créer de nouvelles compétences, voilà, de découvrir un nouveau monde pour moi, parce que j'étais assez enfermée dans l'activité qu'on faisait. Voilà, je faisais mes tâches, je
m'occupais du service client, de la comptabilité, de la gestion avec les fournisseurs. Donc voilà, j'étais assez. Donc là, ça m'a permis de découvrir de nouveaux métiers du web. Et puis c'est le fait aussi voilà, d'apprendre à gérer le quotidien différemment, à m'organiser, avoir plus confiance en moi dans certaines tâches, gérer, voilà, comme on disait, les demandes de visa et de passeport. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose puis à s'adapter facilement aussi, voilà, s'adapter plus facilement à son environnement. Et non, je pense que moi, ça, en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup apporté sur le plan voilà, développement personnel. Ça a été très important. Franchement, ce mode de vie, quand on le fait avec plaisir, ça peut apporter beaucoup de choses. Ça peut nous ouvrir sur d'autres domaines professionnels auxquels on n'avait peut-être pas pensé. Enfin, voilà, je trouve que c'est très instructif. Donc, tu recommanderais à n'importe qui de moins essayer ce mode de vie-là pour voir un peu ce que Ben, c'est, voir si ça correspond ou pas? oui, il faut l'essayer parce que c'est vrai que sinon, moi, si je l'avais pas, franchement, avec les a priori que j'avais à la base, j'avais envie, ça me tentait beaucoup. Puisque justement, j'ai fait des recherches, ça me tentait beaucoup. Mais c'est vrai que ça me faisait très peur. Et je ne savais pas trop bien ce que j'allais y trouver en vivant ainsi. Je ne savais pas trop ce que ça allait m'apporter ou apporter à ma famille. Mais oui, je pense qu'il faut le tester, mais il faut le tester sur une longue durée quand même. Parce que quand on le teste un mois, on ne se rend pas vraiment compte. Ouais, Et puis c'est différent quand on le teste un mois et quand on a fini ce mois, on retourne chez soi. On a toujours son chez soi. Ça fait une grosse différence de ne plus avoir de chez soi. Parce qu'on n'a plus cette protection-là, se dire on rentre chez soi à la fin de son voyage. Là, on se dit, ben là, non, on n'a plus de chez nous. On n'a plus de maison, on n'a plus de chez nous. Donc, c'est différent. Je trouve que là, on dépasse. Voilà. Donc, mais bon, le tester quelques mois, déjà voir si le quotidien, si au niveau de son travail en ligne, si ça se passe bien à distance, voilà, si on rencontre des difficultés dans certains domaines ou en faisant certaines choses, ben, au moins on peut y remédier, trouver des solutions. Mais je pense qu'il faut le tester un petit peu, enfin, sur une durée assez longue quand même, pour pouvoir être confronté à différents problèmes. Parce qu'en un mois, des fois, il peut ne rien se passer. ouais. Voilà. Mais il Non, faut tester. c'est de devenir de plus en plus débrouillard et voir si c'est quelque chose qui nous plaît aussi. Voilà, Tu vois. Bon, ouais, faut il y sortir a du aussi centre. le côté débrouillardise dans l'entrepreneuriat que vous connaissiez aussi, parce que tu dois toujours te débrouiller pour gérer les trucs. Il y a aussi ce côté-là maintenant dans la vie de tous les jours et des visas et des voyages, tout ça. Donc en fait, pour moi, c'est un peu une école de la débrouillardise, de nomadisme Oui, digital c'est et de ça. l'entrepreneuriat. C'est que tu apprends à te débrouiller, peu importe la situation, peu importe si tout ce que tu faisais demain, ça s'arrête, bah, tu peux redémarrer et te rapprendre avec ce que tu sais faire et garder une fois que tu as organisé la vie autour de ce que tu fais, ça fonctionne. Mais oui, parce que c'est vrai que tu es dans une situation que tu n'as pas le choix. Je veux dire, tu dois faire certaines choses, tu dois réagir au bon moment, tu dois t'adapter à certaines situations difficiles ou pas, l'insécurité de certains endroits. Donc voilà, donc c'est sûr que ça te met face à pas mal de choses qui sont inconnues et qui peuvent être voilà, perturbantes. Et je trouve que voilà, ça apprend énormément. Et, non, voilà, je pense que voilà, en testant, on se rend compte de ce qu'on est capable et jusqu'où on peut aller, en fait, ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut apprendre. Non, moi, voilà, je suis fan, en fait. Ben, c'est génial, écoute. Ben, écoute, Christine, on arrive vers la fin de l'interview. Une tradition que j'ai, c'est trois petites questions pour apprendre à te connaître encore un petit peu plus avant la fin. Et donc, je vais commencer tout de suite par la première. C'est si tu devais choisir un pays dans lequel tu as préféré être nomade digital, qu'est-ce que tu dirais? Ah, ça, c'est dur, ça. À la fois peut-être en conditions de travail et aussi d'activités à faire, de cadre de vie. Je dirais la Thaïlande. Ouais, je dirais la Thaïlande, mais même la Malaisie, ah, c'est difficile quand même, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits. Je veux dire la Thaïlande principalement. D'abord la Thaïlande. Parce que c'est vrai que c'était
premier pays pour nous en Asie, donc c'était très dépaysant et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très facile de s'adapter et que voilà, c'était pas du tout compliqué. Donc, oui, non, je dirais la Thaïlande. Ouais. Bah, j'avais un appel tout à l'heure avec quelqu'un qui devient nomade et qui part justement en Thaïlande. Là, tu sais, je disais, bon, bah, c'est facile, tout est assez facile. Tu sais, dépendamment des endroits où tu vas, c'est touristique, mais pas trop. Les gens parlent quand même anglais. Donc, ouais, Et c'est un bon choix. en même temps, ça peut être un peu traître parce que, par exemple, nous, pour l'Asie, on avait commencé par la Thaïlande. Et c'est vrai que c'est un environnement où on se sent en sécurité, où on se sent bien, Mhm. les gens sont gentils. Et c'est vrai juste après, on est parti un mois au Vietnam et on a eu une très mauvaise expérience au Vietnam. Et Ouais. c'est vrai qu'on était resté sur comment dire, un environnement bienveillant comme la Thaïlande, sécuritaire. Et là, on s'est retrouvé au contraire où justement, ben, on s'est fait voler notre téléphone, où on essayait tout le temps de nous arnaquer pour c'était quoi, Grave je crois que c'était Grave en Vietnam, je ne me rappelle plus. Ouais, Et donc, grave, ouais. voilà, on se faisait tout le temps, on payait par l'application et puis quand on montait dans la voiture, on nous demandait de l'argent. Donc, on s'est retrouvés d'un coup dans un environnement totalement différent et on avait baissé notre garde et c'est là qu'on s'est fait voler notre téléphone. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu traître, je trouve, la Thaïlande, parce que c'est un peu, voilà, si on se retrouve dans un environnement où tout est beau, tout est gentil. Et donc, il ne faut pas après aller dans un pays un peu trop différent, quoi. Voilà, parce que Ouais. sinon, ça fait un peu le gros choc, quoi. Faut garder ses vigilances de voyageurs, etc. Voilà, ouais, ouais. Ouais. Et nous, c'est vrai voilà, on ne s'attendait pas à cette grosse différence entre la Thaïlande, en tout cas Chiang Mai, et Ho Chi Minh. Et on a eu un gros choc. Et c'est vrai que ça nous a un peu remis en question, quoi, sur le plan du voyage. Ok. Mais voilà, ouais, il faut rester attentif à tout ce qui se passe, quoi. Ouais, et puis ça, c'est aussi un actif que tu construis au fur et à mesure. Tu vois, moi, je m'étais fait notamment voler mon portefeuille avec mon passeport et tout ça aussi quand j'étais au Chili. Tu vois, enfin, bref. Mm. Du coup, j'ai toujours été sur mes gardes un peu depuis ça, tu vois, sans être non plus trop. Voilà, mais il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois, quand il t'arrive un Ouais. truc comme ça, tu le prends en note et ça t'arrivera plus. Ah oui, nous maintenant, non, maintenant on est, voilà, là, on est très, on fait super attention à tout et on est vraiment à fond sur la sécurité. Mais c'est vrai que ça nous a un peu démoralisé, quoi, parce qu'on Ouais. ne s'y attendait pas à ce gros changement de comportement et au niveau des gens et compagnie. Donc c'est vrai que ça Ouais. nous a un petit peu perturbés et on s'est dit, mince, enfin, moi, j'avais tout le temps l'habitude d'avoir mon téléphone, de prendre des photos dans la rue, tu vois, d'être vraiment. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse attention quand je sors mon téléphone, sur les endroits. Enfin, c'est vrai que ça, du Ouais. coup, ça change un petit peu la vision du voyage, quoi. C'était un peu perturbant au début. Ouais, c'est clair. Mm. Alors ça, c'était la première question. Deuxième question, c'est est-ce que tu as une astuce de voyage à nous partager, un hack, un truc que toi ou dans ta famille vous faites et qui pourrait aider les gens qui regardent cette interview? Voilà, hmm, bah, mis à part le fait de tout le temps négocier nos logements, bon, ça c'est assez connu maintenant, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que tu négocies sur la longueur. Mais c'est d'avoir, bah, rien que ça, voilà, quand on négocie nos logements sur Airbnb, c'est d'avoir un profil détaillé, bien détaillé, avec ta photo où tu te présentes. Et que quand tu contactes le propriétaire, c'est de parler de toi, de te présenter. Parce que des fois, les gens contactent juste comme ça, sans dire qui ils sont, ce qu'ils viennent faire dans la ville. Moi, quand je contacte, j'explique qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on vient faire dans cette ville, dans ce pays, ce qu'on aime. Voilà, j'essaye de montrer voilà, ce qu'on attend. Et donc, ça facilite un petit peu le dialogue avec le propriétaire, parce que du coup, ben, il me connaît, un peu plus en tout cas. Donc, je ne sais pas, moi, c'est vrai que ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Essayer d'être plus sympathique et cordial dans mes échanges avec le propriétaire pour arriver à négocier le plus possible sur la longue durée. Et puis sinon bah, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont tellement au niveau des vols, le comparateur de vol.
Un truc que je faisais quand on était en Europe, en fait, c'est que je mettais la ville de destination parce qu'on décidait au dernier moment l'endroit où on allait aller, en fait. Donc, je mettais la ville de départ et puis j'allais sur Skyscanner, je pense que tu dois connaître, et Mhm. je mettais partout, comme ville d'arrivée, je mettais partout dans le monde, enfin, partout, je ne sais plus ce que c'est la phrase exacte. Et donc, ça me mettait une liste de villes. Là, je regardais ce qui était le plus intéressant au niveau tarif. J'allais voir sur Airbnb ce qu'il y avait au niveau des logements. Et puis voilà, je choisissais comme ça. En fait, c'était un petit peu au hasard. Quand on voyageait en Europe, c'est souvent comme ça, c'est au hasard. Il n'y a pas vraiment d'itinéraire. C'est la ville qui semble intéressante, que le trajet ne coûte pas trop cher, qu'il y a des logements qui sont dans notre budget. Et voilà, puis moi, c'est la surprise. On ne sait pas trop vraiment où on va être. Donc voilà, ça, c'est un truc que je faisais souvent en Europe. Ok. Et voilà. Bah ouais, c'est sûr que c'est se laisser porter un peu, c'est vrai découvrir un endroit que tu n'aurais jamais découvert à part ça aussi. Par exemple, on serait jamais allé en Bulgarie, à Sofia. Oui. C'était pas, voilà, on partait d'un point A, on se dit, ah, ben tiens, bon, on va aller à Sofia, on ira bien. Et puis voilà, et après de Sofia, après on s'est retrouvé à Athènes. Donc voilà, c'est un peu un petit jeu, quoi. Bah, il faut que ça reste comme ça. Et puis peut-être troisième question, est-ce qu'il y a un accessoire insolite ou un objet un peu particulier avec lequel vous voyagez depuis Hmm. 2013? Alors, les consoles de jeux, c'est voilà. Alors, ça prend de la place. Parce qu'en fait, bon là c'est récent, hein, on n'avait pas, là maintenant on a une PlayStation 4 avec nous, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose, au départ quand on est parti, mon Patrice était très geek, il avait énormément, enfin il avait une salle de jeu hein, avec tous les accessoires pour jouer, toutes les consoles possibles, voilà. Et donc on s'est séparés de ça quand on est parti, et ça c'était quelque chose qui lui manquait. Donc c'est vrai qu'il y a quelques mois, je pense que ça fait 2 ans et demi maintenant, ouais, 2 ans qu'on a une PlayStation 4 avec nous, enfin que j'ai une PlayStation 4 dans mon sac à dos avec moi. C'est moi qui suis bordée. Mais après, oui, après on a des petites consoles portables, des trucs comme ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a du mal en fait à se séparer. Parce que même si on est très adepte du minimalisme, pour moi, il ne faut pas que tu sois dans la privation de tout. S'il y a quelque chose que tu aimes, il ne faut pas que tu te dises, ah mais non, bon, à part si c'est vraiment hyper encombrant et que ça va être compliqué à transporter, mais je trouve qu'il faut quand même avoir des objets avec soi, euh, qu'on apprécie, qui nous apportent du plaisir. Et voilà, quoi. Même on peut être minimaliste, mais on peut aussi se transporter des consoles et des jeux et des accessoires. Voilà, mais nous, voilà, nous, on est geeks. On Ok. va faire avec. Ouais, bah, j'ai écouté hier, je sais pas si tu connais le podcast Tropical MBA. C'est un Non, je podcast qui crois parle pas. un peu de style location independent, c'est des Américains qui font ça. Et justement, le gars disait que lui, il voyage avec son kit de club de golf, tu vois. Ben ouais, voilà. Parce que bon, au final, sinon, il peut pas faire ça partout où il voyage. Et là, du coup, il voyage, il a un bagage en soute, ouais, mais ça lui apporte beaucoup plus que ce que ça lui coûte. Hmm. Et vous, Ben vous ouais, mais restez encore en bagage cabine. Une PS4, c'est pas non plus trop gros. Ouais, mais disons que. Ah ouais, c'est pas tout. Il n'y a pas que la PS4. On a aussi un casque VR. Ok. Voilà, ça, c'est un petit peu plus. Mais ça va en valise ensuite. Ah, ok, Euh, ok. bien protégé. Voilà. Mais on a aussi un casque VR, oui, voilà, ouais. Donc, ça fait depuis un an qu'on l'a. Mais ben voilà, parce que c'est vrai qu'on se. Faut aussi pouvoir profiter, quoi. Il ne faut pas se dire on est minimaliste et on n'a plus rien, on ne possède plus rien. Voilà. C'est aussi avoir. Si on a une passion, c'est aussi pouvoir l'emporter avec soi, quoi. Exact. C'est vrai, faut pas oublier Mm. ça. Il faut continuer. Tu sais, je parlais de routine tout à l'heure, mais ça pourrait en faire partie. Enfin, de style, routine et style de vie, tu vois, de pouvoir emporter ça avec toi. Peu importe ce que c'est, si c'est important, il faut que tu l'aies ou que tu puisses le retrouver, quoi. Sinon, ça Voilà, va te manquer. et puis même, il faut pas se priver de tout. C'est vrai que c'est un peu, c'est dur hein, quand on doit faire le tri, quand on doit se séparer de ses affaires au départ.
Donc, c'est Mhm. vrai que c'est pas toujours évident. Alors, si vraiment on doit se frustrer et ne pas sentir bien parce qu'il nous manque quelque chose, je trouve que c'est quand même dommage. Donc, tant que c'est possible, donc voilà, on s'adapte. Ok, ben, c'est top. Et puis peut-être toute dernière question pour toi, Christine. Où est-ce qu'on peut te retrouver, donc toi et ta famille, en ligne? Donc peut-être l'adresse de Alors, votre site web oui, alors il y a notre blog, donc Famille Nomade Digital. avec des tirets entre Voilà, chaque mot et donc .com. Ça. www.famille-nomade-digital.com. Après, bon, on est sur Facebook, on est sur Instagram, pareil, toujours avec notre nom, Famille Nomade Digital, qu'on a créé quand on est parti. Et puis voilà, donc on est sur tous les réseaux. Bah, écoute, c'est génial. Mais merci beaucoup pour ton temps, Christine, et profite bien de Ouais, la chaleur de l'Espagne, pardon, pendant que moi je me les gèle à Montréal. ouais, je crois. Ouais. Il fait pas chaud, mais il fait beau quand même, hein. On a des 20 degrés, donc on va dire qu'on est bien. Ouais, super. Bah écoute, merci et puis à très vite. À très vite. Bye bye.